5 novembre 2019. Chloé Swarbrick, parlementaire néo-zélandaise, lors de sa prise de parole sur le réchauffement climatique, répond à un collègue plus âgé cherchant à la déstabiliser. Ok, boomer. Ok boomer, dans tes boomers, t'es plus à l'heure, change ton humeur. Ok boomer, dans tes boomers, viens chercher bonheur. Bon, vous vous doutez bien qu'il en fallait pas plus pour que tout le monde se mette à reprendre l'expression. Trouve-toi une victime ailleurs. Et encore aujourd'hui, elle est utilisée pour tourner en dérision les jugements égocentriques, dépassés et condescendants des anciennes générations. Et si être trop hostile à la nouveauté et au changement, c'est être un boomer, bah j'ai le plaisir de vous dire que je n'en suis pas un. À vrai dire, j'en suis même l'exact opposé. J'adore la nouveauté, peut-être même un peu trop, si bien que tout ce qui date d'avant l'an 2000 me semble vite vieillot et dépassé. Alors vous vous doutez bien que quand j'ai entendu parler pour la première fois de Donjons et Dragons, bah déjà j'ai regardé de quand ça datait, et quand j'ai vu le chiffre, ah non, j'ai pas cherché plus loin, et j'ai dit, alors merci mais non merci, je n'ai pas 150 ans, je suis un Jones et je vais retourner dabber avec Moine Spinner. Et en fait, c'est faux, ça s'est pas vraiment arrêté là. Parce qu'en traînant sur YouTube, j'ai fini par tomber sur des vidéos de youtubeurs que je suivais et qui jouaient à Donjons et Dragons. Mais bon, je comprenais toujours pas trop le truc et je me suis dit, bon bah c'est normal hein, vu leur âge, c'est un truc de leur génération, ils sont nostalgiques. Mais moi je suis né 30 ans après la hype, donc vous vous amuserez sans moi. Bon, et je sais pas si vous avez fait gaffe, mais entre temps, en 2023, il y a un petit jeu du nom de Baldur's Gate 3 qui a raflé le Game of the Year. Baldur's Gate 3. Et les Baldur's Gate, je vous le donne en mille, c'est des jeux qui se déroulent dans le monde et qui suivent les règles de Donjons et Dragons. Et donc, pour la 3e fois, j'ai fait « Nope, c'est pas pour moi » et j'ai pas acheté le jeu. Et franchement, ouais, j'abuse, je mérite complètement les dislikes et les commentaires négatifs de toutes ces personnes qui ont dû s'arrêter au bout de 30 secondes de vidéo. Heureusement, comme dans toutes les bonnes histoires, il y a eu un retournement de situation. J'ai 7 amis. Oui, vous savez, le genre de pote qui arrête pas de vous conseiller des jeux à tout bout de champ, car ce sont apparemment des bangers intersidéraux. Et en vrai, ouais, souvent il a raison. Mais quand il me parlait de Baldur's Gate 3, je sais pas, j'étais pas convaincu. Chacun de tes choix va impacter le reste de l'histoire. Oh, tous les jeux disent ça. On peut même jouer en ligne ensemble. Waouh, quelle révolution. Mec, tu peux baiser avec un ours. Quoi ? Et oui, je ne suis désormais plus pédophile. Je me suis libéré de ma condition de youtubeur pour me dédier à 100% à la zoophilie. Au moins les animaux, eux, ont la gentillesse de ne pas porter plainte. Ah, je sens que toi et moi on va bien s'entendre, Baldur's Gate 3. Alors quand tu commences une partie, tu vas devoir créer ton personnage. Et oh putain, on peut dire que le menu est intimidant, hein. Faut choisir sa race, sa sous-race, sa classe, sa sous-classe, ses sorts, son background, ses stats et j'en passe. Et franchement, moi qui connais rien, je sais pas du tout comment optimiser mon personnage. Alors, quitte à avoir des stats et un build claqué, autant avoir un perso stylé pour contraster. Il est parfait. Pour l'histoire, de ce que j'ai compris, c'est des persos de hentai qui en avaient marre qu'on ait réduit leurs tentacules à de simples mèmes et qui ont décidé de nous faire passer le message de la manière forte. Est-ce qu'on peut dire qu'elle lui a tapé dans l'œil ? Ouais, bon non, c'est pas drôle. Surtout que notre personnage se trouve être infecté lui aussi et il doit partir à l'aventure dans le but de trouver un remède afin d'éviter de finir sur la vitrine d'un site des plus obscurs. Heureusement, on n'est pas seul dans notre quête. Au cours de l'aventure, on va rencontrer un bon nombre de compagnons. Une raciste. Bah, seule chose que j'ai pas trop aimé, c'est le nègre. Ah, c'est marrant. Une grenouille. Un terroriste. Un mec tout à fait normal avec un secret très très bien caché. Et un mec ringard. Provoke the blade.
and suffer its sting. Pas mal, non? C'est de la merde. Je crois que j'ai oublié personne là. Ah, et d'ailleurs, vous avez vu la belle épée que je viens d'avoir? Ouais, les paladins me l'ont donnée pour me remercier de les avoir débarrassés d'un démon. Ils sont sympas. Et en fait, plus je joue, plus je me rends compte que c'est pas des conneries ce que mon pote me disait. Tes choix importent réellement. Et ça donne l'impression que c'est pas toi qui t'adaptes au jeu, mais bien le jeu qui s'adapte à toi. Hein, dans la vraie vie, quand on te parle mal, tu bégayes et tu t'excuses. Mais dans le jeu, tu es le perso principal. Tu peux lui casser la gueule à la femme crapaud. Et l'histoire va s'adapter en conséquence. Ça veut dire, tu peux buter à peu près n'importe quel perso qui te revient pas. Sauf les enfants, parce que tu peux être juste un mec chill qui massacre un bosquet entier. Ne t'avise pas de toucher un enfant, espèce de Hitler. C'est complètement immoral. À bientôt, c'est ciao. Bon, en vrai, les enfants peuvent mourir. Mais jamais de Tom, malheureusement. Enfin si, il y en a 2 que tu peux tuer. Mais bizarrement, c'est des gobelins. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Moi ça me dérange pas, j'adore le racisme. Et en fait, c'est fou, mais je vous avoue qu'au début, c'est un peu perturbant de pouvoir littéralement faire tout ce qu'on veut. On a tellement d'options et de choix qu'on finit par au final ne plus trop savoir quoi faire. Typiquement, dans ma première partie, probablement par habitude, je choisissais toujours les options qui me semblaient les plus logiques, les plus sûres et surtout les plus évidentes. Comme dans beaucoup d'autres jeux, je mettais mon cerveau en off, je réfléchissais pas vraiment et je me laissais surtout guider par ce que le jeu me montrait. Donc à mon réveil dans le Nautiloid, j'ai passé les premières salles sans trop faire gaffe jusqu'à rencontrer la femme crapaud. Ensemble, on a sauvé la raciste qui visiblement n'a pas trop apprécié les délires BDSM de nos chers hôtes. J'ai passé tout le fight du cockpit car j'avais trop peur. J'ai pu néanmoins faire une magnifique démonstration de mes talents de pilote. Une fois sauvé par le scénario, je me suis retrouvé sur la plage. J'ai revu la raciste et notre interaction m'a rappelé étrangement le premier épisode de Jojo. Quelle boucherie, celui-là il est mort sur le coup. Je récupère tous leurs objets de valeur. Vous venez nous aider. Je n'y croyais plus, c'est la Providence qui vous envoie. Merci beaucoup. On a décidé de s'allier et on est parti affronter ces 3 petits cerveaux. Et oh putain, qu'est-ce qui faisait mal! J'ai été pris dans un guet-apens, mais j'ai pu utiliser mes talents de négociation pour me sortir de cette situation délicate. J'ai tapé un check avec un magicien. En me baladant sans trop comprendre, j'ai été embarqué dans un combat. Et tel un véritable général de guerre, j'ai laissé les troupes se battre pendant que je supervisais. Ne me jugez pas. J'ai découvert un bosquet où des druides et des migrants vivaient en parfaite harmonie. Ah, c'est beau, ça me rappelait Calais. C'est ici d'ailleurs que j'ai appris qu'en fait, la personne qui pouvait me soigner avait été capturée par les gobelins. Alors sur la route pour aller les sauver, je suis tombé dans une embuscade. Et il faut croire que mon physique n'était pas une menace suffisamment dissuasive pour éviter le combat. Bon, après une petite épuration ethnique du village, j'ai découvert que mon personnage ne savait visiblement pas lire. Bon, épuration ethnique, comme j'ai dit. Ma scatophilie aura heureusement été mise à contribution pendant le voyage. Je n'ai simplement pas compris pourquoi ce gobelin semblait si amusé par mon passe-temps. Arrivé au camp des gobelins, après un voyage plein d'embûches, j'ai fait ce que n'importe quelle personne passant un peu trop de temps sur internet fait quand il voit un truc qui lui plaît pas. J'ai rencontré une prêtresse qui m'a assuré qu'elle pouvait me soigner. Et à défaut de m'avoir débarrassé de mon parasite, elle m'aura débarrassé une bonne fois pour toutes de ma naïveté. Et pour la 2e fois en 1 heure de jeu, je me suis à nouveau fait sauver par le scénario.
Bon, du coup, je suis reparti à la recherche du druide. Sauvetage bancal, mais réussi. Et, une fois sauvé, il m'a proposé de l'aide pour s'occuper des 2 leaders du camp restant. Mintara Ladro et Droaxin le Hobgoblin. Bon, autant vous dire qu'avec lui dans mon équipe, on leur a roulé dessus en quelques minutes. Et c'était la première fois que j'avais l'impression que tout se passait comme prévu. Bon, jusqu'au moment où je suis sorti et que j'ai vu que visiblement les gobelins avaient pas trop apprécié que j'ai massacré tous leurs potes à l'intérieur. Voilà, c'était un peu ça tout le reste de ma partie. Et franchement, c'était une bonne première aventure. Je me suis amusé, j'ai progressé, j'ai même eu quelques surprises. Mais à ce moment-là, j'étais encore loin de pouvoir comprendre pleinement la philosophie de gameplay que les développeurs du jeu avaient voulu me transmettre. En fait, c'est en lançant d'autres parties que j'ai fini par saisir l'essence même de Baldur's Gate 3. Contrairement à beaucoup d'autres titres, ce jeu ne repose pas sur des mécaniques linéaires où tout est scripté, mais bien sur des mécaniques systémiques. Au lieu de nous imposer une solution unique à chaque problème, les développeurs ont conçu un ensemble de règles globales qui interagissent entre elles. Ces règles ne définissent pas comment résoudre une situation, mais ouvrent plutôt un champ de possibilités à explorer. Tiens, vous vous rappelez de Gale, le magicien kamikaze? Bon, je vais avoir besoin de lui pour vous montrer un exemple. Alors oui, mais non Gale, j'ai surtout besoin de ton corps, alors désolé. Pourquoi ? Parce que quand Gale meurt, son corps émet une aura nécrotique. Une belle petite zone qui inflige de jolis dégâts à toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur. J'ai donc pris son corps encore bien chaud, je l'ai rangé dans un conteneur, et je me suis mis à le déplacer pour que l'aura touche les ennemis. Bon, ça leur a pas fait beaucoup de dégâts, c'était pas incroyable, mais la stratégie s'arrêtait pas là. Parce qu'à chaque fois que je reculais le conteneur hors de leur portée, l'effet se réinitialisait. Et au final, j'avais juste à répéter l'opération plusieurs fois pour voir tous mes ennemis s'effondrer sur le sol. C'était complètement ridicule, mais pourtant, ça a marché. Et cette stratégie a été uniquement possible parce que j'avais vu que je pouvais stocker presque tout, y compris les cadavres, dans un conteneur. Parce que je savais que je pouvais déplacer des objets en combat sans aucune limite ni coût, et parce que j'avais remarqué que les ennemis subissaient les dégâts d'une aura chaque fois qu'ils entraient en contact avec elle. Et c'est ici que réside toute la magie de ce genre de design. Les développeurs n'ont sûrement jamais imaginé une stratégie aussi absurde. Ils ont simplement posé les règles du jeu et ce sont les joueurs qui ont expérimenté et repoussé les limites. Une fois que j'avais compris comment le jeu fonctionnait vraiment, j'ai pris en confiance et j'ai pu réellement laisser libre cours à mon imagination. Si on la compare à ma première aventure, ma dernière partie fut très différente. Bon, déjà sur le Nautilus, j'ai réparé mon erreur et je suis parti récupérer le Best Boy. Oh, c'est qui le gentil petit cerveau tout mignon? Dans le cockpit, pour m'éviter un combat long, j'ai juste fait tomber l'épée cheatée du boss grâce à un sort. Et je me suis barré avec. Sur la plage, j'ai fait un peu d'escalade et je suis parti récupérer tous mes compagnons les uns après les autres avant de revenir full team massacrer les cerveaux qui m'avaient donné tant de mal pendant ma première run. Lors de la bataille du bosquet, à l'aide d'un sort de soi amélioré, je suis allé discrètement rejoindre l'endroit où l'autre souffle dans sa corne. Et vu que j'étais pas considéré comme étant en combat, j'ai pu me mettre à souffler dedans en illimité pour buffer un max tous les alliés. Pour aller sauver le druide, j'ai utilisé un sort de métamorphose, puisque visiblement les gobelins ont peur des noirs. Apologies, your lordship. Hard making you out from a distance. J'ai empoisonné l'alcool des gobelins à l'extérieur pour faire un peu de ménage. J'ai convaincu des araignées de m'aider dans ma quête de vengeance. Delicious, I do not know. Cruel and sharp, yes. J'ai attiré la prêtresse proche du vide à l'aide d'un chat trop pipou et j'ai laissé la gravité faire le reste. Je suis rentré dans le jeu de Ladro en lui faisant croire que j'allais l'aider à attaquer le bosquet
Et au moment de traverser le pont, il semble que sous son poids, celui-ci a malheureusement cédé. Tel Stéphane Plaza, j'ai réaménagé la surface habitable du camp et j'ai fini le travail avec un magnifique feu d'artifice. Et ne souhaitant pas subir la colère des gobelins toujours vivants à l'entrée du camp, je suis reparti tout content par une grotte non surveillée par mes ennemis. Et là où je subissais les situations et ne contrôlais rien dans ma première aventure, dans ma dernière partie, j'étais presque devenu un maître du jeu, et je prenais plaisir à voir comment tout se déroulait selon mon plan. J'avais même l'impression que j'avais été plus malin que les développeurs, et que j'avais un temps d'avance sur le jeu. Mais s'il y a bien un sentiment qui m'a pas quitté de ma première jusqu'à ma dernière partie, bah c'est bien celui de la liberté. Le jeu m'a laissé jouer à ma manière sans jamais rien m'imposer. Et à chaque fois que je pensais que j'avais fait un truc pas prévu par le jeu, bah il venait me prouver le contraire. Ça a eu d'ailleurs pour conséquence de me rendre curieux, si bien que je me suis mis à faire des trucs complètement improbables juste pour voir jusqu'où le jeu avait prévu mes actions. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle des fail-saves, qui sont en gros des plans B prévus par les développeurs du jeu pour éviter que le joueur se retrouve comme un con quand il a fait une décision stupide. Lui, c'est Zevlor. Il passe pas un super moment, hein. Déjà je suis en train de le piller impunément pendant qu'il est inconscient. En plus, le pauvre, il a la responsabilité d'un groupe entier de facile 20 personnes, femmes et enfants compris. Et pour finir, il doit négocier avec des druides d'extrême droite qui veulent dégager tous ceux qui sont pas dans le délire, l'amour et dans le pré. Bon, comme vous le voyez, la situation actuelle dans le bosquet est pas top, alors il souhaiterait se rendre à la porte de Baldur. Mais le problème, c'est que le voyage est trop risqué car des gobelins sont installés dans le coin. Alors du coup, il va nous demander d'aller casser la gueule aux 3 leaders du camp pour qu'ils puissent reprendre la route sereinement. Bon, le truc c'est que du coup, quand tu tues le dernier leader des gobelins, c'est à lui que t'es censé parler pour finir la quête. Sauf que si t'as eu la merveilleuse idée de tuer Zevlor, bah tu te retrouves normalement comme un con. Et c'est là que la failsave intervient, hein, puisque Zevlor a un remplaçant en cas de décès. Ce qui te permet de finir la quête à condition que lui aussi ne meure pas. Ok, bon, tu fais chier, mais c'est pas grave, autre failsave, voici la remplaçante du remplaçant de Zevlor. Et vu que je te vois venir, elle tu peux pas la tuer car elle apparaît que quand tu as fini la quête. Chais. Et franchement, sur la plupart des autres jeux, les développeurs se font même pas chier, hein. Par exemple, s'ils ont prouvé que tu tues un perso, bah tu peux pas le tuer. Et puis j'ai pris cet exemple parce que le scénario est totalement con. Soit tu casses la gueule aux tiflins, soit tu les aides, mais il faut choisir. Mais non, les développeurs de l'Ariane, ils se sont fait chier à ajouter des failsaves à toutes les quêtes, juste pour que les 3 connards qui font des choix à la con gardent leur liberté d'action et restent en totale immersion dans le jeu. Et ce sentiment de liberté est justement accentué par le fait que le jeu te prend pas par la main. Il n'a pas d'attente à mon égard, et à vrai dire, quand je joue, j'ai le sentiment que le monde pourrait très bien vivre sans moi. Genre typiquement, je peux skipper complètement toute la première partie du jeu si j'en ai envie. Alors quel est l'intérêt, je sais pas, mais je peux le faire. Moins extrême, dans certaines conversations, on a l'option de ne rien faire et de voir comment les choses évoluent. Et c'est tout con, mais c'est appréciable d'être parfois juste un spectateur plutôt que d'avoir l'impression que les persos sont perdus sans ton intervention divine. Alors après, attention, il y a aussi des trucs qui ont été pas mal critiqués à la sortie du jeu, hein, notamment le fait que le jeu soit en tour par tour. Alors je vous le dis tout de suite, moi j'adore le tour par tour, et je vous avoue que je comprends pas trop pourquoi c'est un système de combat qui est autant détesté. Je veux dire, il n'y a pas mieux pour mettre en avant le côté stratégique du jeu, hein. Alors certes, ça a l'inconvénient de rallonger les combats, hein. T'as envie de décéder quand t'as gros plus de 10 ennemis en même temps. Mais ça a le gros avantage de rendre chacun de tes choix en combat beaucoup plus important et impactant, hein. T'as énormément de possibilités de placement, et puis tu peux plus facilement mettre en place des synergies avec ton équipe. Parce que je veux dire, essaye de contrôler 4 persos en même temps, qu'on rigole un peu. L'autre truc que j'ai vu qui était pas mal critiqué, c'était le système de jet de dés, hein. En gros, tu dois jeter un dé à 20 faces qui va déterminer la réussite ou l'échec de l'action que tu entreprends. Et vraiment, tout dépend des dés dans le jeu, hein. Donner un coup d'épée, convaincre quelqu'un, lire dans les pensées, même juste tourner les pages d'un livre. Alors les gens n'aiment pas trop ce système parce qu'ils ont l'impression de jouer à pile ou face.
Et je suis pas complètement d'accord avec eux, car certes nos actions dépendent grandement du hasard, mais il s'agit d'un hasard contrôlé. Les caractéristiques, les sorts, la classe et même la race de ton personnage peuvent influencer le résultat des dés. C'est à toi de prendre en compte les forces et les faiblesses de ton personnage afin de faire les choix qui auront le plus de chances de réussir. Et je sais que c'est tentant de recharger une save quand on a loupé un jet de dés, mais je vous assure que le jeu a été pensé avec ce système en tête. Vous aurez toujours une autre option pour vous sortir d'une situation délicate. Et je vous avoue aussi que c'est parfois juste kiffant d'accepter cette petite dose d'inattendu. Tu peux découvrir des embranchements entiers de l'histoire que tu aurais autrement jamais vus. You have to choose. May your death be slow and your agony great. Et puis pareil pour les combats. Tu peux influencer le résultat des dés en fonction de ton positionnement, les faiblesses de l'adversaire, votre distance et ainsi de suite. Tu vois la logique? En fait, ça rajoute énormément de profondeur au gameplay. Genre par exemple, là ce sort a 50% de chance de toucher mon adversaire. Tandis que celui-là en a 60%. Donc logiquement, c'est lui que je vais privilégier. Et en plus, c'est un sort très cool qui te permet de donner un ordre à un ennemi. Bon, attendez, je vais vous montrer, vous allez voir, en plus ça fonctionne super bien. Abonne-toi à la chaîne! Donnez-moi 2 petites secondes s'il vous plaît. Voilà ce qui arrive à ceux qui ne s'abonnent pas à la chaîne. Goblins are such vile little parasites. Et honnêtement, plus je continue à jouer, plus la recette Baldur's Gate 3 me paraissait parfaite. Et je vous avoue qu'au début, j'étais étonné d'être jamais tombé sur un jeu similaire auparavant. Mais en fait, j'étais à côté de la plaque. Je l'avais déjà vu avant, je voulais juste pas le voir. Pour la première fois de Donjons & Dragons, c'est un truc narration. Vous vous amuserez sans moi. Et qui joue à Donjons & Dragons? Alors, merci, mais non merci, je n'ai pas 150 ans. Moi, je suis né 30 ans après là, et tout. C'est des jeux qui se déroulent dans le monde et qui suivent les règles de Donjons & Dragons. Je comprenais toujours pas trop le truc, et pour la 3e fois, j'ai fait non, c'est pas pour moi, et j'ai pas acheté le jeu. Alors, après avoir joué à Baldur's Gate 3, je me suis à nouveau intéressé à Donjons & Dragons. Et je vous avoue que je me suis rarement senti aussi con. Alors, Baldur's Gate 3 était génial, oui, mais je dois reconnaître qu'il a l'avantage de se baser sur un jeu de rôle papier extrêmement bien pensé. Parce que tous les aspects que j'adorais dans ce jeu sorti en 2023 étaient déjà présents dans le jeu de rôle papier de 1974. Les save fails du jeu que je trouve si créatifs ressemblent étrangement, quand on connaît un peu Donjons & Dragons, à des scénarios que pourrait improviser un vrai maître du jeu pour remettre les joueurs sur les rails de la campagne. Ces dés à 20 faces que je n'avais jamais vus auparavant, bah c'est les mêmes qui, 50 ans déjà auparavant, donnaient lieu à des retournements de situation sur le jeu de table papier. Et puis ce sentiment cool de voir le monde ne pas se résumer à ma personne, bah c'est juste la reproduction fidèle d'une partie de Donjons & Dragons, où chacun des joueurs a sa propre quête, avec des moments sur le devant de la scène, mais aussi d'autres plus en retrait. Et Baldur's Gate 3 aurait juste pu se contenter de reprendre tous ces éléments qui font l'identité de Donjons & Dragons, les mettre dans un jeu, et franchement, ouais, ça aurait quand même été très bon. Mais non, eux ils se sont dit, on fait pas un jeu de rôle papier là, on fait un jeu vidéo, alors on va faire ce que le jeu vidéo sait faire de mieux. Alors ils ont créé une carte gigantesque, un monde vivant où chaque recoin raconte une histoire. Ils ont sculpté des paysages époustouflants, capables de couper le souffle rien qu'en les regardant. Ils n'ont pas juste donné des dialogues à leurs personnages, ils leur ont donné une âme. Chaque personnage respire, ressent et semble presque sortir de l'écran pour nous parler directement. En fait, tout dans le jeu semble si vivant et réactif, si bien qu'on a presque l'impression d'interagir avec d'autres joueurs autour d'une table. Et là où Donjons & Dragons repose sur l'imagination et la narration orale, Baldur's Gate 3, lui, donne vie à cet univers à travers des mécaniques interactives et visuelles impossibles à reproduire sur papier. Et là où un maître du jeu pourrait hésiter lorsque vous entreprenez une action complexe, le jeu, lui, vous encourage dans cette voie.
En somme, Baldur's Gate 3, c'est, à vrai dire, une véritable lettre d'amour des développeurs au jeu de rôle papier. Une lettre qui a aussi fait écho auprès de millions de joueurs à travers le monde. Et c'est assez drôle de voir qu'un jeu comme Donjons & Dragons, avec plus de 50 ans d'existence, n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. C'est tout sauf ringard de jouer à Donjons & Dragons. Au contraire, c'est même presque être vieux jeu de ne pas vouloir s'y intéresser. Alors franchement, la prochaine fois qu'il y a un connard comme moi qui vient vous dire que Donjons & Dragons c'est nul, vous pourrez juste lui répondre. Ok, boomer.